comme si tout sera transparent. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire qu'on faisait avant. Voilà. Donc ça va être vraiment le gros boulot d'étranglement. Voilà. Donc ça, ce sont les deux points. Et un troisième point aussi, il y a en fait la cherté du coût d'accès à Internet. Voilà. Donc, même si on a vraiment la volonté politique, on veut tout faire et que l'Internet devienne cher, bon, enfin, après, je dois utiliser Internet, mais c'est trop cher. Ça a une charge considérable, en fait, au niveau de mon activité. Donc, ça peut un peu vraiment me retenir à utiliser ces solutions. Voilà, donc ce sont les trois points que j'ai relevés, en tout cas comme boulot d'étranglement. Maintenant, en termes de perspective, vraiment, on constate quelques perspectives qui sont en cours, mais pour lesquelles on a des points d'interrogation par rapport à leur évolution, parce que ça fait pratiquement 5 ans ou 6 ans qu'on en parle, mais jusqu'à présent, voilà, on ne voit pas d'impact. Mais quand même, je vais les relever comme perspective. Donc, d'abord, nous avons le Niger 2.0 qui est là depuis. Je pense qu'on a tous lu son contenu. Quand on regarde, vraiment, c'est un bon document où lorsqu'on arrive à mettre ça en place, j'avoue que la majorité des défis là que j'avais cités au début, en fait, sera relevée. Mais jusqu'à présent, ça traîne, on ne sait pas pourquoi. Donc, il y a tout récemment le projet qu'on a tous vu en Conseil des ministres, qui est en fait la mise en place d'un data center national. Voilà, c'est vraiment un projet que moi, je trouve vraiment qui tombe à point nommé. Dès lors qu'on constate de plus en plus que nos plateformes, nos solutions nationales, quand on regarde, il y a en tout cas quelques-unes qui sont toujours hébergées au niveau des hébergeurs privés à l'étranger. Donc, nos propres données nationales, qui sont des données à la limite de souveraineté. Donc, si on a cette data, ce data center-là, national, donc, vraiment, on va éviter à ce que nos données soient vraiment à l'étranger. Et ensuite, il y a quelques plans stratégiques sectoriels de digitalisation. Donc, en tout cas, moi, ce que j'avais vu, on a constaté quelques ministères qui ont mis en place des plans stratégiques donc, de digitalisation, donc de développement du numérique. Donc, j'ai vu deux cas. Donc, il y a la stratégie nationale e-agriculture, voilà, et la stratégie nationale e-santé. Donc, ça, c'est parce qu'une fois que ces plans-là sont mis en œuvre tels qu'il le faut, en tout cas tel que c'est bien décrit dans ces documents, je pense qu'on peut aller vers la digitalisation de ces secteurs. Donc, le dernier point en ce qui concerne les perspectives, c'est le projet Village intelligent. Donc, c'est un projet, quand vous allez lire aussi, en fait, vous allez voir vraiment des points intéressants, mais c'est comme si la mise en œuvre, c'est autrement. Voilà. Donc, ce sont les perspectives vraiment que j'ai eu à relever. Donc, au vu de tout ce qu'on a pour le moment sur l'écosystème numérique du Niger. Donc, j'ai beaucoup parlé. Je veux maintenant laisser la parole aux intervenants. Donc, on applique la règle. Hein. Donc, euh, celui qui veut prendre la parole peut lever la main et on lui donne la parole. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a un intervenant. Il y a celui qui a iPhone là. Donc, iPhone, il a levé la parole Allô? en premier. Donc, après, on aura monsieur Taribako. Oui, allez-y. Allô, bonjour. Bonjour, moi c'est Bonjour. Suleiman Daouda. Je ne sais pas si les noms apparaissent là. Moi c'est Suleiman Daouda. Donc, voilà. Euh, c'est c'est écrit Ah, d'accord, iPhone. Ouais. donc c'est Suleiman Daouda ici. Voilà.
Vous m'écoutez, non? Si vous vous entendez, c'est bon? Très bien. Super. Donc, moi, j'ai aussi à peu près 10 15 ans dans le domaine des TIC, mais appliqué beaucoup plus au niveau télécom. Je suis développeur aussi, Python. Voilà. Donc, j'ai écouté votre intervention et j'ai noté quelques points aussi au niveau des défis. Effectivement, vous avez parfaitement raison. Vous avez vraiment soulevé les points bloquants. J'aimerais développer un peu au niveau de la, comment on appelle, la volonté politique. La volonté politique. Je pense que c'est l'arme de guerre, c'est l'arme de guerre ultime qu'on a pour développer l'intégration au Euh, Niger. S'il vous Vous plaît, savez, s'il allô? vous plaît, ceux qui ne sont pas en train de parler, qui n'ont pas la parole, veuillez mettre sur mute vos micros, s'il vous plaît. Je vois qu'il y a certains dont leurs micros sont actifs. S'il vous plaît, veuillez les mettre sur mute. Quand vous aurez la parole, vous pouvez parler. Merci. Super, Merci. merci beaucoup. Donc, j'aimerais développer un peu au niveau de la volonté politique là, euh, parce que c'est le point le plus qui me tient le plus à cœur que j'ai noté ici. Euh, vous savez, nos papas là qui sont au pouvoir actuellement, c'est normal, hein, ils ne peuvent pas penser au numérique parce qu'ils ne connaissent pas tellement, ils n'ont pas l'habitude d'utiliser dans leur travail, ils n'ont pas l'habitude d'utiliser dans leur vie quotidienne les numériques. Donc, ils ne peuvent pas voir l'importance. Ils ne peuvent pas voir l'importance. Tu ne peux pas venir dire à quelqu'un de remplacer son système qui marche déjà avec un nouveau système pendant qu'il n'a pas de problème, il a l'habitude et il ne veut pas changer. Il est resté un peu, comme on appelle, sur son ancien domaine, qui est les traditions, les méthodes traditionnelles de gestion de l'administration, tout ça. Donc, à travers, comment on appelle ça, des formations ou bien des sensibilisations au niveau des vieux, au niveau de l'instruction, ça ne peut pas suffire. Ça ne peut pas amener les gens à changer. Ce qui peut amener les gens à changer, comment on appelle ça, l'administration ou bien les gens à changer, je ne sais pas si, peut-être il y a parmi vous quelques développeurs ou bien quelque chose comme des développeurs, oui. Il faut leur montrer l'importance. C'est-à-dire créer parmi nous, je sais qu'il y a des équipes de développeurs, je vois souvent des formations qui font de Itakara ou bien quelque chose comme ça, et je vois que l'énergie est concentrée sur les résultats, sur les prix qu'on va donner. C'est pas ça le plus important. C'est de faire quelque chose, une méthode, c'est-à-dire un logiciel ou bien une plateforme numérique digitale qui est un peu dans une, comment on appelle ça, euh, bêta, quoi. C'est-à-dire que la méthode en bêta, qu'on va installer on va prendre par exemple une administration pilote. Moi, je suis plus pratique. Parce que la théorie, les idées de défis, tout ça, tout le monde les connaît. On les connaît, on a essayé vraiment, et puis ils ne peuvent pas. Donc, créer une méthode bêta, installer ça et faire fonctionner. 1 an, 2 ans, 3 ans, la personne va commencer à s'habituer et va commencer à... Nous sommes dans le domaine, on voit l'importance. On voit l'importance. Aujourd'hui, si tu veux, par exemple, avoir ton casier judiciaire, je ne sais pas si maintenant ça a été changé. Si tu es né quelque part à l'intérieur, tu es obligé d'aller là où tu es né. Ou bien, je ne sais pas, si tu as besoin de faire ta carte d'identité naturelle, tu es obligé d'aller à la commissariat dire, venir te présenter sur la personne, je veux une carte. Ben, oui, ça, c'est le truc banal que nous, on peut changer, n'est-ce pas? En créant, bon, voilà, je ne vais pas donner la solution, tout le monde connaît la solution, mais en créant maintenant une solution fonctionnelle, mais sous forme bêta, qu'on va installer dans les administrations et faire fonctionner ça gratuitement. Gratuitement, je souligne ça. On va chercher les fonds et faire fonctionner ça gratuitement pendant un certain temps. Et tout ça, pourquoi? Pour amener les gens à s'habituer et à voir l'importance qu'il y a dedans, les facilités qui sont dedans. Moi, c'est comme ça que je vois
amener nos papas là sous des, comment on appelle ça, une volonté beaucoup plus, une volonté politique, à développer la volonté politique dans ce domaine-là. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'on peut ramener ça. Tu vois. On ne peut pas leur dire de mettre dans leur calendrier, dans leur truc politique, calendrier politique, l'indique de faire une base de données centralisée qui va ramener tous les fonctionnaires de l'État dans une base de données où on peut voir tout ça. C'est beau à dire ça, mais ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas mettre ça dans leur cahier de charge politique. Tu vois. Donc, moi, je pense que c'est comme ça. Il faut qu'on soit beaucoup plus pratique pour amener la personne à voir. Même quand vous avez remarqué aussi, hein, et les grands logiciels, quand on fait, au début, on fait une méthode bêta qui est gratuite. La personne se connecte, il arrive à l'utiliser, tu vois l'importance. Et à un certain moment, quand c'est bloqué, tu ne sais pas comment faire. Si vraiment ça te décharge, tu vas payer ça. Donc, c'est à peu près, moi, la méthode que je vois pour amener D'accord, cette volonté politique-là. Voilà, c'est ça. d'accord. Donc, Ok. donc, c'est juste la contribution que je voulais donner au niveau de la volonté politique. Au courant du débat, peut-être j'aurai d'autres idées aussi sur d'autres Merci. propositions. Merci beaucoup. Voilà. Merci, merci, Monsieur Suleiman. Merci. Merci. Donc, je vais donner la parole à Maman Sani Garba. Oui, bonjour à tous. Donc, bon, en fait, moi, peut-être avant de parler, j'aimerais peut-être savoir s'il y a des gens de Annecy ici présents. Parce que initialement, bon, l'idée était que, parce qu'on a commencé dans le groupe à un peu parler du projet PVI, bon, c'est de là que était sortie l'idée d'organiser bon, cette réunion. Parce qu'aujourd'hui, bon, comme nous le savons tous, ANSSI est la Société nationale de l'information. Donc, tout ce qui a attrait avec le développement de l'informatique, du secteur numérique, donc, est sous la responsabilité de ANSSI. Voilà pourquoi j'aimerais savoir s'il y a des gens ANSSI dans la place pour qu'au moins qu'ils nous édifient, qu'ils nous éclairent un peu sur certains de leurs projets, dont notamment le PVI qu'on attend parler. Parce que, comme je le disais tantôt, c'était ça initialement l'idée. Voilà, après, le thème, ça va un peu plus loin, au-delà même de l'ANSSI. Donc, mais au moins qu'on puisse savoir les projets qui sont pilotés par ANSSI, quels sont les projets, quels sont les défis, quelles sont les réalisations, etc., etc. Donc, voilà. Donc, c'était Bon, ça que je je ne voulais sais pas d'abord s'il savoir. y a quelqu'un de l'ANSSI ici en ligne. S'il y en a, est-ce qu'il peut lever sa main? On va lui donner automatiquement la parole. Donc, pour répondre aux préoccupations de Maman Sani. Il semble qu'il y a un Aminou qui est en ligne. Est-ce que c'est le même Aminou de Hansi? Quelqu'un a écrit dans le message, il y a Aminou. Donc, est-ce que c'est si Aminou est de Hansi, est-ce il peut répondre aux préoccupations de Maman Sani? Je pense qu'il n'y en a aucun de Hansi. Donc, Maman Sani, vous allez continuer ou bien je donne la parole à M. Taribako? Je pense qu'il faut donner la parole à Tali Bako. Mais dès là, vous voyez que, parce que la réunion a été prévue le vendredi et je sais que dans le groupe, il y avait des gens de Annecy. Donc, dès là, vous-même, vous voyez que c'est comme s'il y a euh, il y a un non-intérêt au fait pour ce qui est de même de l'implication de l'ANSSI. Bon, ça, c'est mon point de vue parce qu'on ne peut pas organiser une réunion, on vous invite,
On a même insisté d'ailleurs pour dire qu'on aimerait que des gens de ANSSI soient là pour que, par exemple, les projets que l'ANSSI pilote, pour qu'on puisse être éclairé dessus. Et là, on se trouve qu'il n'y a aucun participant d'ANSSI. Et c'est ce qui est inadmissible. Aujourd'hui, ANSSI est la société de l'information nationale. Et comment voulez-vous que des gens qui n'ont aucune idée de ce que vous faites puissent parler de ce que vous faites? Ça n'a pas de sens. D'accord. Donc, Je je pense qu'on peut, comprends bien votre peine. Je on comprends peut, votre peine, mon cher. Donc, on peut je continuer. vais donner la parole à Taribakou. Peut-être entre-temps, on aura ainsi, en tout cas, c'est possible, parce qu'il reste encore du temps. D'accord. Donc, on va revenir par Monsieur Taribako, vous avez la parole. Est-ce que vous me recevez? Oui, mais avec un petit tremblement là du son. Oui. En fait, je viens de m'arrêter. En fait, je suis en circulation. Et merci vraiment pour avoir organisé cette réunion. Merci à tous aussi, à tous ceux qui sont présents. Vous m'entendez? Je peux continuer? Oui, allez-y, allez-y. Voilà, merci beaucoup vraiment pour avoir organisé cette réunion. C'est très important aujourd'hui de parler de défis de développement du numérique au Niger. Vu vraiment cet outil, aujourd'hui le numérique, il est indispensable dans tout le secteur. On doit parler, c'est une actualité au Niger. Mais vous êtes d'accord avec tous, nous sommes tous d'accord que vraiment il y a des problèmes, il y a des défis qu'il faut relever pour que ce secteur se développe. Et merci beaucoup. J'ai entendu en tout cas l'introduction de ce débat. Vous avez bien brossé les défis en trois axes. C'est vrai, aujourd'hui, quand il faut parler de défis, le premier défi, c'est sur le plan des infrastructures, le développement des infrastructures. Je suis entièrement d'accord avec vous que vraiment c'est un premier défi. On ne peut pas développer le secteur tant que la couverture à Internet haut de vue ne soit pas développée à une certaine hauteur. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à 33,19% de l'Internet haut de vie, selon le rapport de l'autorité de régulation. Nous sommes à 60, un peu à 60, 70% de pénétration mobile. La couverture, on est à 95. Mais quand vous regardez la qualité aujourd'hui du service, vraiment, c'est un peu déplorable et ça remet en cause vraiment tous ces chiffres. Bien que cette pénétration est beaucoup axée au niveau urbain, mais on sait quand même la qualité n'y est pas. Donc, ce n'est pas d'abord le problème, en tout cas, de pénétration au niveau urbain, mais c'est au niveau de la qualité. Le premier défi, vraiment, sur la qualité. Pourquoi on ne doit pas amener ces opérateurs ou en tout cas tous les acteurs à miser sur la qualité? Moi, je ne peux pas aujourd'hui concevoir que nous sommes à Niamey et que la connexion Internet ne marche pas. Comprenez avec moi que vraiment ça, c'est un grand défi. Et le deuxième défi, vous l'avez un peu évoqué en matière de développement de services. Et c'est vrai, quand on a un minimum de infrastructures qui sont développées, on doit attendre à des services. J'ai déjà dit qu'il y a vraiment la qualité de service de télécommunications Internet qui n'est pas bonne, mais il faut développer des services numériques adaptables, en tout cas, aux besoins de la population. Là, les startups sont en train de se tirer, en tout cas, la manche pour un peu relever les défis. Ils sont avec tous les acteurs aujourd'hui, le secteur privé, qui sont en train de développer des services, en tout cas, à l'endroit de la population. Ça, c'est un grand facteur qu'il faut vraiment saluer. Mais ça reste, on doit encourager ces opérateurs ou ces acteurs. C'est là que, quelque part, j'ai entendu la volonté politique. C'est très important. Il faut les créer vraiment de systèmes d'incitation ou d'accompagnement pour que ça marche très bien. Le deuxième aspect de défi que aussi je voudrais un peu ajouter, c'est au niveau de compétences numériques. Aujourd'hui, il est indispensable que notre curricula
n'intègrent pas le TIC de l'institut primaire. Vous comprenez? Il faut que vraiment qu'on trouve le moyen d'amener nos écoles, en tout cas notre école, à intégrer l'éthique comme étant un module là, transversal qui peut être dispensé à tous les niveaux, de l'école primaire au collège, au lycée, à l'université ou aux études universitaires, là, on n'en parle même pas. Voilà en fait quelques défis. Mais comme aujourd'hui on parle de défis, voilà, juste on va parler de ces défis. Si le temps nous permettra, nous allons revenir pour un peu vous parler aussi de beaucoup des avancées qu'il y a. C'est vrai, on a beaucoup avancé quand vous regardez les 3-4 dernières années. Mais comme on dit, c'est bon, mais ce n'est pas encore arrivé. Donc je vais un peu m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole. Je vais peut-être revenir en circulation. Merci. OK. Merci, M. Taribako. Je veux maintenant donner la parole à Cheibou Oumarou. Donc, M. Cheibou Oumarou. Bonjour à tous, j'espère que vous me recevez très bien. Très bien, M. Cheibou, allez-y. Merci vraiment, merci pour cette initiative que j'apprécie vraiment. C'est des choses qui nous manquent parce que tant qu'on n'en parle pas, on n'aura pas de solution. Je suis présentement responsable du système d'information et de base de données au bureau régional de Dakar avec l'organisation internationale Mine Advisory Group, MAG. Et ça me touche vraiment de voir ce genre d'initiative. Donc, je me lance directement. J'ai beaucoup apprécié votre intervention à l'ouverture et les différentes interventions aussi des participants. Et je relève quelques défis, ou bien je confirme tout simplement les défis politiques. Ça, c'est une question vraiment, un enjeu majeur parce que tant que ce n'est pas résolu, beaucoup de choses aussi ne seront pas, beaucoup de solutions seront ignorées parce que tout dépend, même si l'infrastructure, par exemple, est là, la volonté politique reste le maître mot. Donc, vraiment, il y a ce grand défi de volonté politique lié surtout à la réticence au changement, comme l'avait soulevé M. Souleymane tout à l'heure. Nos anciens pensent que tout ce qui est nouveau est là pour les combattre, alors qu'en réalité, ça facilite la vie. Mais entre autres aussi, je reviens sur les défis qui sont à titre individuel. On pense toujours qu'il faut que l'État fasse ceci, il faut que l'État fasse cela, mais nous, à notre niveau, individuellement, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout à l'heure, Taribako a soulevé le problème de compétences. Oui, je suis parfaitement d'accord. Il n'y a aucun programme, même les écoles dites, ou les instituts dits techniques, tu vas retrouver, il a fallu au niveau du BTS pour qu'on insère l'informatique, tout ça. Ce sont vraiment des défis à relever. Néanmoins, là aussi, je reviens, j'invite la jeunesse surtout. On est dans un monde où les moyens d'apprentissage sont quasi gratuits. Je le répète, j'ai toujours combattu cette idée de dire qu'on n'a pas les moyens. Tu trouves un jeune qui a les moyens de mettre l'Internet, c'est méga, de 1000 francs par semaine pour YouTube, WhatsApp, mais malheureusement, on n'aura pas le courage d'aller sur des sites qui sont gratuits pour apprendre. Ça, c'est vraiment un danger qui est là. On n'apprend pas, on attend que ça descende du ciel. Il faut que l'État institue un système d'apprentissage. Alors que dans les pays que j'ai un peu visités, surtout les pays anglophones, non, ce qu'ils mettent en avant, c'est l'apprentissage d'abord. Par contre, nous, les francophones, on met en avant le papier. Par papier, il faut comprendre le certificat, le diplôme. Il y a des formations gratuites, mais tant que ça ne donne pas d'attestation ou bien de diplôme quelconque, les gens ne veulent pas. Ça, c'est vraiment un défi. Et il arrivera un moment où l'État va mettre tout ce qu'on est en train de dire en place, mais il n'y a pas cette compétence. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore la faute de l'État, là, je reviens là-dessus, parce que nous, les jeunes, surtout, on n'a pas eu le courage d'apprendre, d'anticiper tout ça là. Donc, je pense que c'est deux défis qui sont non seulement liés à de nouveaux politiques ou bien infrastructures, mais aussi à cette jeunesse-là. Je vous assure, je combats ce fléau. Par exemple, tu vas constater des spécialistes, soit des informaticiens, tu demandes un CV, tu seras dessus. Ça, j'ai créé même des groupes pour inviter les jeunes à pouvoir, ne serait-ce dans leur parcours scolaire, avant de trouver un boulot, savoir maîtriser ce qu'un CV et une lettre de motivation. Et tout ça là peut s'apprendre gratuitement, ne serait-ce que par YouTube. Donc ça, c'est vraiment quelques points. Je pense peut-être que je peux revenir pour ne pas monopoliser la parole.
je reviendrai peut-être prochainement. Mais vraiment, ce sont des défis. Il y a des défis qui sont d'ordre général et il y a des défis à titre individuel que nous devons aussi traiter. Merci beaucoup. Merci, M. Chebou. Donc, je vais faire juste un petit résumé avant de donner la parole à M. Abdou Salam. Donc, si je comprends l'intervention de M. Chebou, en tout cas, la volonté politique, ça, c'est indispensable. Taribakou aussi en a fait le cas. Donc, moi, je vais prendre quelques exemples. Quand on prend des pays comme le Bénin aujourd'hui, avant l'arrivée de Patrice Talon, en tout cas, en termes de développement du numérique, il n'y avait pratiquement rien. Mais aujourd'hui, il suffit d'aller regarder un peu au Bénin ce qui se passe. Vous serez vraiment émerveillé. Donc, le cas du Rwanda, ça, n'en parlons même pas. C'était vraiment une volonté politique du président rwandais. Donc là, quand vous partez au Rwanda, c'est comme si vraiment vous n'êtes pas en Afrique en matière de développement numérique. Donc ça, c'est juste vraiment pour confirmer ce que les différents intervenants viennent de relever en ce qui concerne ce défi de volonté politique. Donc, je vais donner la parole à M. Abdou Salam. Si vous êtes prêt, M. Abdou Salam, vous pouvez prendre la parole. Merci beaucoup, Rona, pour la parole. Et merci beaucoup à tous les intervenants précédents. Donc, je vais aussi essayer d'apporter un peu ma petite contribution. C'est vrai que moi, je n'ai pas 10 ans d'expérience. J'ai peut-être 5 à 6 ans, on va dire, dans le domaine. Donc, en tant que jeune, j'ai aussi mon petit lot d'expérience que j'ai eu à vivre en fait, avec l'administration. Mais avant cela, je vais revenir d'abord sur, comment dire, l'intervention de Sani qui demandait la présence d'un membre de l'ANSI. Parce qu'effectivement, l'idée de cette réunion, elle est partie d'une discussion que j'ai suivie avec intérêt dans le groupe WhatsApp, même si je n'ai pas intervenu dessus. Et il était question du projet Village Intelligent pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que les investissements sont faits dans certains endroits et pas dans certains autres. Sans chercher à défendre l'ANSI ou autre. Bon, moi, j'ai été stagiaire là-bas. Après, je me suis retrouvé en tant que prestataire ou autre. Par rapport à ce que moi, j'ai comme information sur ça, je crois que Rona, on m'avait une fois posé la question de savoir qui gérait, par exemple, le fonds d'accès universel. Et dans votre intervention, la première question qui avait été évoquée, c'était la question de l'infrastructure. Et aujourd'hui, dans ce que moi je sais, avec le projet Village Intelligent, ce qui est en train d'être fait, c'est entre vraiment dans ce sens-là, en fait, parce qu'ils ont le fonds d'accès universel n'est plus géré aujourd'hui par l'ARCEP, parce que moi, d'après ce que j'ai appris des conférences auxquelles j'ai participé, notamment le forum sur la gouvernance de l'Internet, il y avait eu, il y a 10 ans de cela, aujourd'hui on se retrouve en 2023, il y avait eu ça en 2013 au Palais des Congrès, ça avait été évoqué cette question, et c'est là que moi, personnellement jeune, je découvrais le fonds d'accès universel qui, normalement, d'après ce que je comprenais, était censé couvrir, c'est-à-dire là où les opérateurs ne vont pas pour déployer des infrastructures, l'État peut puiser dans ce qui est au niveau du fonds d'accès universel pour maintenant amener l'infrastructure et couvrir un peu les charges que les opérateurs ne peuvent pas risquer à prendre dans ce sens-là. Bon, moi, c'est dans cette façon de voir, je vois un peu ce qui a été fait dernièrement au niveau de l'outil. Donc, c'est le fonds d'accès universel, parce que quand on entend l'intervention du monsieur de Niger Télécom dans la vidéo qui a été publiée, il dit « Nous avons eu tel lot qui contient un certain nombre de points. » Donc, pour moi, c'est un appel d'offres qui a été fait. Niger Télécom s'est retrouvé attributaire du marché et en train de faire le déploiement. Donc, dans ce sens-là, c'est comme ça que moi, je vois un peu ces histoires de déploiement de connexion Internet dans des zones reculées ou autres. Et j'ai noté tout de suite dans l'intervention de Taribako qu'on est à 95% de taux de couverture. Bon, je suppose que ce taux de couverture, il est par rapport aux zones habitables du territoire. Parce que si on prend le territoire national de façon globale, ça m'étonnerait qu'il soit couvert à 95%, dont on a 70% de taux de pénétration mobile et
33,9% de haut débit, si je ne me trompe pas. Donc, 95%, moi, je dis que c'est zone habitable. Et ce qui est en train de faire l'ANSSI avec les PVI, ça entre dans ce cadre-là. Bon, c'est vrai que dans le groupe WhatsApp, on a des gens de l'ANSSI. Moi, je connais ceux qui sont dans le groupe. Et je sais que, bon, on n'a pas eu d'invitation officielle envoyée à l'ANSSI pour leur demander de venir participer. Et ce serait un peu mal vu aussi que la personne prenne la parole. On a tous été dans des organisations. Quand vous n'êtes pas affecté à prendre la parole au nom de votre structure, vous ne pouvez pas vous exprimer dessus pour de peur que ça ait des répercussions au fait en interne. Donc moi, je comprends bien, même si les gens de l'ANSSI qui sont dans le groupe ne sont pas venus intervenir, mais on a des gens à l'ANSSI qui sont coordonnateurs du projet Village Intelligent ou autres qui ne sont pas dans notre groupe, que nous aurions pu peut-être inviter de façon plus formelle, que ce soit par un mail ou bien que ce soit par un courrier. Et je sais qu'il y en a qui répondent par rapport aux activités auxquelles moi je participe. Donc, deuxièmement, je reviens aussi sur la question de la volonté politique. Abbas, qui vient de lever la main, et un de mes collaborateurs avec qui nous avons travaillé beaucoup et qui ne dira pas le contraire. Je sais qu'on a été heurté sur pas mal de projets sur lesquels nous avons eu à travailler avec l'État à cette volonté politique-là. Et un jour, je me souviens, dans un couloir, quelqu'un m'a dit, jeune homme, tout ce qui ne leur rapporte pas des votes aux élections n'a pas d'importance pour eux. J'ai compris cela dans le sens où, bon, ils sont là, c'est juste pour préparer peut-être la prochaine échéance politique pour les gens avec qui moi j'ai eu à discuter. Mais la volonté politique, moi je me dis qu'elle viendra de la sensibilisation de masse. Parce que les politiciens, ils ont du mal à percevoir un peu l'intérêt, comment dire, de la technologie. C'est comme un technologue qu'on met devant, je sais pas. Donc, c'est comme un technologue qu'on met devant, je ne sais pas, un problème sanitaire ou bien un problème juridique ou bien un problème d'autres domaines. Il aura peut-être du mal à percevoir l'intérêt direct de la chose tant qu'il n'a pas été au préalable sensibilisé dans ce sens-là. Et moi, c'est dans ce sens, j'apprécie un peu ce qui s'est fait au niveau de l'écosystème nigérien où les gens bougent, que ce soit l'État ou pas l'État. Les gens essaient de créer des événements où on parle de la technologie, comme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui à travers cet échange. Et c'est un échange qui va nous permettre, nous-mêmes, en tant que technologues, de se sensibiliser, de découvrir des choses que nous-mêmes, on ne savait pas qui se faisaient dans notre domaine ou bien qu'on ne savait même pas qui étaient des goulots d'étranglement pour notre propre secteur. Donc, les événements qui se font dans Niamey auront le même effet, je me dis, sur la masse qui va venir. Et cette masse, elle est le plus souvent, parfois même en contact avec les vrais décideurs qui vont pouvoir les faire changer d'avis, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la volonté politique, elle fait défaut. Ça, moi, je n'ai rien à dire par rapport à ça, que ce soit le sujet sur lequel j'ai eu ma licence ou bien celui sur lequel j'ai fait mon master. C'est des choses qui auraient pu être déployées avec la volonté politique, mais qui n'ont pas suivi parce que les gens avec qui nous avons eu à intervenir ou bien à échanger ne voyaient pas l'intérêt. Donc, l'intérêt pour moi, il va venir, ou bien la possibilité de pouvoir percevoir cet intérêt, il va venir de la sensibilisation de masse. Et cette sensibilisation, elle se fait à travers des échanges, que ce soit virtuels ou bien des échanges, que ce soit en physique, dans les centres de conférences, comme on le fait souvent, même si bon, nous, on voit ça comme du populisme. C'est vrai, c'est du populisme pour certains, mais derrière, il faut pas aussi voir, il faut aussi essayer de voir un peu le point positif de la chose. La qualité de service, ça, vraiment, c'est un problème. Et moi, je le reconnais, on a travaillé dans les télécoms. Le service, il est à l'image des Nigériens. Excusez-moi le terme, parce que le Nigérien, de façon lambda ou bien de façon générale, on ne fait pas le travail parfois correctement. On a chef de projet dans des projets internationaux ou sous-régionaux et
tu as collaboré sûrement avec des prestataires nigériens, avec des prestataires externes, des prestataires dans certains domaines. Et on se rend compte parfois que les prestataires locaux, moi, personnellement, je le reconnais en tant que prestataire, on a des limites au niveau de certaines démarches, qu'elles soient au niveau administratif, qu'elles soient au niveau de la relation, comment gérer avec le client. Moi, j'ai découvert pas mal de choses sur le terrain où ma formation ne m'avait pas préparé à cela, du tout, du tout, du tout. Ma formation ne m'avait pas préparé à cela et j'ai eu des pots cassés, vraiment parti par là. Et je ne dirais pas que je condamne le prestataire ou autre. Je me condamne moi personnellement, mais je condamne aussi la formation que j'ai reçue, qui ne m'avait pas préparé à certaines choses. Donc, la qualité de la formation, elle est à revoir, mais surtout la volonté des jeunes Nigériens, que de façon générale, on aime faire le travail juste pour faire ma part du boulot, mais on n'essaie pas de faire au-delà de ce qu'on nous a attribué pour essayer d'améliorer la chose. Donc, certaines règles de qualité ou autres, quand je discute avec des prestataires externes ou autres parfois, j'ai l'impression qu'on n'a pas la même définition de la qualité. On n'a pas la même définition de la qualité parce que les procédures, nous, on ne les applique pas parfois comme ça se doit. Pas parce qu'on n'a pas envie de les appliquer, mais parce que parfois, on n'est même pas au courant de ces procédures-là. On n'est même pas au courant de ces procédures-là parce que nos formations ou bien notre milieu ne nous a pas préparés à cela. Et notre secteur technologique nigérien manque beaucoup de cercles de réflexion vraiment, on va dire, qui apportent quelque chose. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est là, on réfléchit entre nous, mais je suis presque sûr que par après, on n'aura pas peut-être un document texte, un mémorandum, c'est-à-dire que bon, voilà ce qu'on a retenu, parce que dans ce qu'on a dit comme échange là, voici les points intéressants qu'il serait bien de vulgariser. Moi, personnellement, Aminou, dont on parle ici au niveau de l'ANSI, j'espère que c'est lui, mais moi, j'ai déjà approché l'ANSI, par exemple, pour les journées portes ouvertes. Je dis, bon, OK, on est là en train de faire des journées portes ouvertes. On invite des gens, on évoque des sujets qui sont très importants. Mais après l'événement, celui qui n'a pas eu la chance de se rendre à cet événement-là, comment il peut savoir qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui peut nous permettre d'avancer dans notre domaine ou autre? Il n'y a pas ça. Donc, il y a un besoin de réforme, on va dire, ou bien de changement carrément de mentalité de notre communauté de technologues nigériens. Il faut qu'on apprenne à partager entre nous, mais aussi qu'on ne se voit pas comme des concurrents. On ne se voit pas comme des concurrents parce que ça aussi, c'est quelque chose qui va empêcher notre secteur d'avancer convenablement. Tout seul, on ne peut pas avancer. Comme disent certains, seul on va vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Donc, le problème, il est à plusieurs niveaux. Bon, j'ai parlé beaucoup, je vais m'arrêter là. J'espère que j'aurai la possibilité de revenir plus tard par rapport à ce que les gens vont... Ok, d'accord. Merci beaucoup, hein, Absalam. Merci. Je vais aussi faire un petit résumé. Bon, en ce qui concerne vraiment l'invitation ou pas à l'ANSI, donc ça, c'est juste pour faire un rappel. En fait, la réunion ne concerne pas ANSI, quoi. Donc, certes, on avait commencé par développer des insuffisances sur le projet PVI, mais on a eu vraiment l'idée de faire, en fait, une réunion publique, quoi, pas parler exclusivement de l'ANSI. Et je comprends très bien ce que tu as dit aussi. Moi-même, en tout cas, tant que mon organisation ne m'autorise pas à venir parler au nom de l'organisation, je n'ai pas ce droit-là. Voilà, donc ça, on essaye de se comprendre. Mais le jour où on doit faire quelque chose qui concerne l'ANSI, ça, on va faire un courrier officiel à l'ANSI pour qu'on ait un speaker, quoi. Donc, que l'ANSI nous envoie un speaker pour venir parler et édifier, en fait, les intervenants sur leurs projets qui sont en cours. Donc, là c'est bon. Je pense que ça, c'est levé. Donc, en fait, tu as parlé aussi d'un problème en tout cas, par rapport à la gestion des projets. Donc, comme tu l'as dit, en tout cas, moi, de mon côté, j'ai participé à la mise en œuvre de plusieurs projets, dont, en fait, des cabinets internationaux ont eu à déposer et le plus souvent, c'est eux qui gagnent les marchés. Bon, ça, je pense que M. Ousmane Taribako a parlé de ça. Ça, c'est le problème de compétence qu'on a ici. Pas qu'on n'est pas compétent du point de vue technique, mais il y a aussi d'autres choses, quoi, telles que, en fait,
l'idée même d'entrepreneuriat, ça, ce n'est pas inculqué dans notre curricula. Donc, tu peux faire ta formation jusqu'à la fin, tu n'as aucune formation en entrepreneuriat. Or, dans les pays anglophones, ça, c'est vraiment dès le collège, le lycée, on intègre la culture entrepreneuriale. Parce que quand vous regardez, je vais donner un exemple. Hein. Quand on met en concurrence les entreprises étrangères et celles du Niger, vous allez voir rien que la composition de l'offre, ce n'est pas la même chose. Rien que la composition. Vous allez voir que l'étranger, là, il a mieux détaillé en fait son offre, sa méthodologie, comment il compte mettre en œuvre son projet. Mais quand vous regardez chez nous, non, non, non. Le monsieur il dépose juste, je ne sais pas, son RCCM, il s'en fout de la méthodologie, alors que ce sont des points qui sont très importants et c'est en fonction de ça qu'on évalue. Quand tu prends un dossier qui est désordonné où tu ne peux même pas lire, déjà ça décourage les évaluateurs. Donc ça, vraiment, je suis d'accord avec toi dans ce sens. Il faut que vraiment les gens se forment. Et il y a un autre intervenant qui avait dit ça, je pense que c'est M. Cheibou, c'est de pouvoir, même si on n'a pas ces formations-là, aujourd'hui, nous avons des outils tels que YouTube, il l'a dit, on peut aller là-bas, se former, voilà, sous ces outils, quoi. Voilà, donc ça, c'est vraiment côté individuel. On dit État, mais côté individuel aussi, vraiment, il faut que chacun puisse apporter vraiment ce qu'il peut, quoi. Donc, je veux pas monopoliser, je veux donner la parole à M. Atta. Atta, si vous m'écoutez. S'il vous plaît, cher organisateur. Oui. Oui. Permettez-moi juste de dire quelque chose en 30 secondes, comme je suis toujours en circulation, je peur que la connexion me lâche, pour apporter une petite... Rapidement, s'il vous plaît, parce qu'il y en a qui attendent depuis. Rapidement, d'accord. En fait, c'était juste par rapport à un indicateur que je donnais tout à l'heure sur la couverture de services de télécommunication qui est à 95%. Effectivement, M. Abdel Salam, merci, d'accord, en tout cas, merci beaucoup pour... m'avoir rappelé sur ça, c'est par rapport à la population. Quand on prend le dénominateur de population, en fait, c'est des chiffres aussi de l'autorité de régulation ARCEP. Et je suis très d'accord aussi avec vous. Tu sais, nous-mêmes, par exemple, moi, je viens du ministère, je suis au ministère de la Poste, mais je ne parle pas au nom du ministère. Donc, ce n'est pas, en tout cas, bien d'appuyer sur que la présence, par exemple, de l'ANSSI. C'est juste ça que je voulais préciser. Merci beaucoup. OK, merci, M. Ousmane. Donc, je vais donner la parole à Atta. C'est écrit Atta's Fond. Il n'y a pas son nom qui est sorti. Voilà, allez-y. Oui, assalamu alaikum et bonsoir à tous, ou bien bonjour, disons. Moi, c'est Atta Bahari Issa, ancien IAIST aussi. Et merci de m'avoir donné la parole pour intervenir dans cette conférence. Et je félicite vraiment les gens qui ont eu l'initiative de préparer cette conférence. Moi, je vais surtout m'appesantir sur les perspectives parce que bon, moi, je suis pas basé ici au pays, donc je connais pas vraiment les défis. J'ai pas des chiffres du Niger en tête, mais quand même concernant les perspectives, je vais m'appesantir là-dessus parce que la majorité des intervenants que j'avais entendus, ils ont parlé surtout de l'État, de la volonté politique. Je pense que oui, la volonté politique, elle est de quelque chose dedans, mais surtout, c'est que moi, je me dis, il faudra que nous, les Nigériens, surtout les acteurs de Haïti, qu'on commence aussi à penser autrement, surtout à penser à l'entrepreneuriat. Parce que dans chacun des domaines qu'on est en train de citer, si on a des entrepreneurs privés qui s'investissent et qui créent des applications, qui créent des solutions informatiques, je pense que même l'État aussi verra une opportunité de les accompagner. Par exemple, si je prends le domaine de la monnaie électronique, un truc que j'ai un projet et je suis sur le point de la création d'une start-up pour commencer à travailler sur la nécessité de créer une monnaie électronique
pour faire une plateforme pour faire les paiements en ligne au Niger. Parce que on verra que, même l'État verra qu'une fois qu'il y a une plateforme qui est là, qui est réelle, qui facilite à la population le paiement de tout électroniquement. Par exemple, si je pars chez un tablier ou bien le vendeur de quoi que ce soit, je n'aurai pas besoin de lui donner 10 000 francs pour acheter quelque chose de 500 et qu'on est là en train de tergiverser pour pouvoir chercher de la monnaie qu'on ne trouve pas. Je pense que même l'État va commencer à voir l'importance des choses comme ça. Donc, moi, j'exhorte mes camarades et mes grands frères et mes petits frères qui sont là dans cette conférence à surtout penser à l'entrepreneuriat et avec l'entrepreneuriat privé, l'État aussi aura il sera plus volontaire à accompagner et on verra beaucoup de changements dans le secteur de l'informatique. Et je pense que je ne veux pas trop attarder sur ça. Je vais laisser la parole à d'autres pour continuer. Je voulais juste prendre la parole et parler un peu de l'entrepreneuriat. Peut-être un jour, si on aura le temps de préparer des conférences comme celle-là, je pouvais plus me préparer pour parler surtout des perspectives de l'entrepreneuriat. Parce que là où je suis, je vois que les gens sont osés, ils ont créé des entreprises et qui ont marché. Donc, merci et assalamu alaikum. Ok, merci, M. Atta. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Hein. On doit aller vers cette culture entrepreneuriale. Mais je pense que plus on a ce développement du numérique là qui avance très bien, et plus on aura aussi des besoins qui vont se créer, des besoins nouveaux, et donc forcément on aura des prestataires qui vont s'occuper de ces besoins. C'est pourquoi à chaque fois, quand on met en place des projets, en tout cas nationaux d'envergure, le plus souvent on constate la création de quelques emplois indirects. Voilà, je vais vous prendre un exemple là. Un exemple de quelque chose que je maîtrise parce que je l'ai mis en place. Il s'agit du projet de digitalisation de la carte sanitaire, donc la carte de santé. Donc, cette carte sanitaire qui est digitale, donc qui donne à temps réel et à tout moment la situation en fait sanitaire du pays. Donc, en termes de disponibilité des médecins, en termes de disponibilité des spécialistes, en termes de disponibilité des équipements biomédicaux dans les hôpitaux. Donc, à tout moment, cette carte peut vous dire dans tel hôpital ou bien dans telle clinique, vous avez, je ne sais pas, un radiologue ou bien vous avez un scanner qui est disponible. Il peut vous dire que tel scanner n'est pas disponible dans tel centre de santé. Et ça, quand on était en train de mettre ça en place, parce que c'est toujours pas finalisé, on a pensé aux emplois indirects que ça peut créer au niveau des jeunes, des startups. Parce qu'on peut rapidement se connecter à cette base de données, comme c'est une base de données open, parce que maintenant, on est en train d'aller vers le open data. Donc, les jeunes peuvent créer des applications mobiles qui peuvent interagir avec ces données. Donc, par exemple, je prends le cas juste d'un jeune qui peut créer son application mobile qui va donner la disponibilité des scanners dans un centre de santé, par exemple. Donc, il suffit que je me connecte à cette application mobile développée par ces jeunes et j'ai la liste des centres qui ont un scanner disponible. Donc, par exemple, quelqu'un qui vient d'avoir un accident tout de suite et qui ne sait pas où est-ce qu'il peut trouver un scanner disponible pour aller faire une radio, il suffit qu'il se connecte et il a l'information. Il n'a pas à faire plusieurs tours dans la ville de Niamey pour trouver un scanner. Donc, ça, c'est un exemple. Plus on a des projets digitaux, plus les besoins vont se créer et plus forcément on doit aller vers la création de l'emploi à travers l'entrepreneuriat. Donc, je pense que je vais donner la parole à M. Abbas Ali. Donc, si vous m'entendez, vous pouvez prendre la parole. Alors, bonjour à tous. Bonjour, Ona. Merci pour la parole. Vous m'entendez, j'espère, n'est-ce pas? Oui, très bien, Abbas. Voilà. Donc, moi, par rapport au thème, au début, je plaçais la couverture réseau en premier point, mais après les différentes interventions,
je me dis que ce serait plutôt d'abord, en fait, la formation, le développement des compétences numériques qui doit être, en fait, la première priorité. Parce que même si on met en place des infrastructures, tant qu'il n'y a pas de compétences pour développer les services qui vont en fait être mis sur et qui vont utiliser un peu cette infrastructure-là qui a été mise en place, ça ne va pas donner de résultats. Donc, il faut vraiment, dans un premier temps, mettre l'accent sur la formation. Donc, il faudrait vraiment former une masse critique de personnes qui soient en mesure de développer des services, n'est-ce pas, qui vont être utilisés par la population. Et maintenant, ensuite viendra le développement de l'infrastructure. Et là, comme l'a dit Abou Salam, c'est qu'au niveau de l'infrastructure, il faut le dire, c'est qu'en fait, les opérateurs télécoms sont vraiment des commerçants. Donc, ils ne peuvent pas aller installer une infrastructure dans une zone où ça ne sera pas rentable pour eux. Donc, il faut leur calcul, tant que vraiment dans telle localité, en installant l'infrastructure, ils ne vont pas vraiment faire de bénéfices, ils ne vont pas aller. Et là, c'est dans ce sens, c'est un peu dans ces cas-là que l'État doit intervenir. Maintenant, selon moi, il me dit, en fait, on a deux possibilités. C'est soit l'État peut, en fait, intervenir dans le sens peut-être d'apporter un certain assouplissement au niveau de la taxe ou en tout cas de certaines taxes de l'opérateur pour lui permettre en tout cas de pouvoir s'installer et puis permettre à la population d'avoir accès à l'Internet. Ou bien on fait la seconde option, c'est que l'État puisse venir en fait apporter l'infrastructure elle-même au niveau de la localité. Et je pense qu'avec le village intelligent, puisqu'on est en train de parler un peu du village intelligent aussi, je pense qu'en fait, c'est un peu ce qu'ils sont en train de faire, c'est de voir les localités où vraiment il n'y a pas la couverture réseau, c'est de voir à travers ce projet-là comment ils peuvent apporter la couverture, apporter l'accès à Internet dans ces localités-là. Et je pense que c'est hier ou avant-hier quand on discutait dans le groupe, et quelqu'un l'a soulevé. En fait, récemment, dans les opérations du recensement général et de la population pilote qu'on est en train de faire au niveau de l'INS, on a pas mal de localités où, en fait, quand vous partez, les agents recenseurs passent plus de 12 heures en train de travailler sans qu'on ait de leurs nouvelles. On ne sait pas comment ils sont en train de collecter les données. Est-ce que c'est bien collecté? Tout ça là. Donc, dans ces localités-là où vraiment les opérateurs ne sont pas présents, donc ce serait bien qu'on ait quand même un moyen de pouvoir permettre à ces localités-là d'avoir accès à l'Internet. Ne serait-ce qu'au moins pour qu'on puisse remonter les données, comme on l'a dit la dernière fois. Et ensuite, on parlait du fait que en fait, nos parents, là, en fait, quel que soit ce qu'on va proposer dans le domaine du numérique, bon, en fait, ils sont un peu réticents. Ils se disent que ce qu'ils font déjà est bien, pourquoi venir le changer? Bon, moi, je me dis que vraiment, il y a tout un truc qu'il faudrait mettre en place pour la conduite du changement. Je prends l'exemple du casier judiciaire. Je me dis, en fait, quand on vient d'un seul coup dire qu'on va, en fait, numériser l'établissement du casier judiciaire pour dire que dès que au lieu que je demande à quelqu'un d'aller à Maradi, par exemple, pour mon cas, pour me faire le casier judiciaire, n'est-ce pas, que je puisse, à travers une application, avoir le casier judiciaire, etc. Bon, peut-être on peut avoir beaucoup de freins, mais pourquoi ne pas aller, n'est-ce pas, étape par étape? On pourrait dire, bon, dans un premier temps, même si on va me l'établir à Maradi, au moins que sans connaître quelqu'un à Maradi, que je puisse avoir une plateforme où je peux juste aller demander. En fait, je paye le montant, je donne les différentes informations qu'il faut. Et comme ça, on établit le casier judiciaire là-bas, quitte à ce qu'on puisse me l'envoyer, même si c'est par la poste ou par une compagnie de transport. Comme ça, au moins, cette première étape-là, si on arrive à la faire, prochainement, on peut, en fait, bon, j'imagine que les acteurs quand même vont déjà comprendre un peu que il y a un début de digitalisation qui est là, donc ce serait plus facile maintenant de le convaincre pour qu'on aille vers une digitalisation complète. Mais dire qu'on va essayer de faire une digitalisation complète d'un seul coup, franchement, ça risquerait de rencontrer des obstacles. Bon, je vais m'arrêter là et pour permettre à quelqu'un aussi de prendre la parole. Ok, Abbas, merci beaucoup. Donc, sur ce point, je suis parfaitement d'accord avec toi. On ne peut pas directement lancer un projet d'envergure nationale et on dit, voilà, allez-y. Non, ça, ce n'est pas la bonne méthode. En tout cas, un projet, c'est toujours par étapes. Il faut une phase pilote où on choisit quelques sites. Maintenant, en fonction des expériences vécues sur ces sites,
en fonction de ça, on va essayer de rendre ça national. Donc ça, c'est normalement la meilleure méthode. Je veux rapidement donner la parole à M. Hadi. Hadi, si vous m'entendez, vous avez la parole. Allô, bonjour. Donc, bonjour Hadi, ça va? Ça va bien, ça va bien. Ouais. Donc, je remercie déjà tous les intervenants. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de points qui ont été discutés ici. Et moi, je voudrais juste donner quelques propositions. Donc, il y a eu des points qui ont été discutés ici. Ce que je propose, c'est d'identifier certains points et essayer de les programmer dans d'autres assises pour qu'on puisse en parler vraiment plus en profondeur. Comme par exemple, il y a quelqu'un qui avait demandé dans le chat de les édifier sur le projet PVI, par exemple. Donc, ça serait un point d'une nouvelle assise qu'on peut peut-être programmer dans le futur et essayer d'en discuter plus. Et pas que ce projet PVI a eu tellement de sujets qui ont été évoqués ici. Donc, ça serait bien qu'on puisse les identifier et pouvoir programmer d'autres assises de l'avenir. Donc, c'est ce que je voudrais ajouter. Merci. D'accord, merci. Merci, M. Hadi. En tout cas, moi, de mon côté, j'ai pris note. De toutes les façons, la conférence est enregistrée. Après, je ferai un résumé et relever les différents points. Et après, en tout cas, je m'en chargerai à créer d'autres conférences. Maintenant, cette fois-ci, à inviter de façon officielle les concernés pour qu'ils puissent venir s'expliquer. Donc, j'ai bien compris votre préoccupation et c'est noté. Je veux donner la parole à M. Barhamou. Barhamou, est-ce qu'il est là? Monsieur Barhamou, vous êtes là? Donc, s'il n'est pas... On m'attend maintenant? Oui, allez-y. Ah, désolé, c'est mon micro qui était mute. Bonsoir à tous. Okay. Depuis d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir organisé ce cadre qui va permettre d'échanger. Donc, par rapport aux défis que tout le monde a relevé, moi, ce que je comprends. Monsieur Barhamou, s'il vous plaît, vous pouvez un peu augmenter votre volume. On vous entend très faiblement. Là, maintenant, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est OK. OK. Je disais que je tenais à remercier ceux qui ont organisé ce cadre pour nous permettre d'échanger sur les défis de la technologie ici au Niger. Et donc, moi, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, tout ce que nous avons eu à dire, c'est que la volonté politique est au cœur de tout, parce que même si on veut réaliser des choses, s'il n'y a pas de la volonté politique pour accompagner les choses, ça va être vraiment difficile. Et en même temps, c'est sûr et certain que la volonté politique, tôt ou tard, ça va arriver. C'est juste une question de temps. Ça va finir par arriver, forcément. Mais en attendant, il va falloir qu'il y ait les compétences techniques. Et les compétences techniques, à mon humble avis, il n'y a pas assez. Donc, les gens doivent vraiment se former dans ces domaines. Il est simple fait que toute notre communication soit orientée sur seulement sur certains points qui ne font pas vraiment l'objet du débat du point de vue de l'évolution de l'informatique en général. Et la preuve en soi que vraiment, il y a beaucoup de défis à relever. Je parle notamment des domaines comme le domaine de la recherche, par exemple. On n'a pas évoqué ces cas. Je parle des domaines comme le big data, on n'a pas évoqué ces cas. Je parle des domaines comme le web 3.0, on n'a pas évoqué ce cas. Donc, le simple fait que nos préoccupations tournent autour des choses qui sont censées être acquises, c'est vraiment la preuve que nous avons non pas seulement des défis à relever, mais un triple défi à relever. Donc, je pense qu'il y a un communicateur qui avait évoqué le point sur le fait que les jeunes ne s'intéressent pas vraiment à la formation. Et ça, c'est malheureux. Les gens doivent vraiment se former parce que même si aujourd'hui, il y a de la volonté politique, cette même volonté politique serait obligée d'aller chercher des main-d'œuvre qualifiées ailleurs, puisque à l'interne, ce serait vraiment difficile de trouver des main-d'œuvre qualifiées. Donc, le plus important pour moi, à mon humble avis, de tous les défis qu'il y a à relever, c'est de se former et d'être apte à relever tous les défis. C'est ça que je voulais ajouter. Merci beaucoup.
Ok, M. Barhamou, merci beaucoup, merci. Bon, là, vous avez relevé en tout cas un défi, c'est en ce qui concerne la recherche. Ça aussi, bon, c'est une réalité malheureusement, hein. Aujourd'hui, quand on prend nos universités, bon, est-ce qu'on n'a pas vraiment le doctorat en informatique parce que nous parlons de numérique? Voilà, donc ça, c'est un peu regrettable. Voilà. Et c'est pourquoi vraiment on n'a pas assez de chercheurs dans ce domaine, quoi. Donc ça, c'est vraiment un défi, quoi. Donc qu'on puisse aller vers la recherche en numérique, quoi. Voilà, d'accord. Ok, je veux donner la parole à M. Sani Garba. Je ne Oui, sais pas. en fait, oui, merci Rona, merci à tout le monde. Donc, en fait, je voulais un peu revenir sur ce que j'avais dit tantôt. Bon, en fait, il ne faut pas que les gens se disent que peut-être que je suis en train de faire une focalisation sur Annecy. Non, pas du tout. Aujourd'hui, moi, je pense que Annecy est la façade entre nous, acteurs IT, et ce que les uns et les autres appelaient volonté politique, donc c'est-à-dire l'État. Donc, bon, pour ma part, ce que je vais d'abord relever comme défi, bon, peut-être que c'est d'abord de savoir les enjeux éthiques. Et je pense qu'il y a énormément un manque d'investissement dans les infrastructures. C'est comme tantôt quelqu'un l'avait dit, la couverture réseau, etc., la qualité de service, etc. Tout ça fait partie en fait des infrastructures. Étant dans les réseaux de communication, fibre donnée à large bande que dans le matériel et les appareils qui permettent de partager ces réseaux. Donc, le premier défi pour moi, vraiment, c'est ça, l'infrastructure. Donc, le déficit d'infrastructure TIC au Niger s'explique en fait par le mauvais, d'abord, état des routes, que ce soit les routes électriques, les routes, comment on appelle ça, de la fibre optique. Donc, les routes, tout ce qui a vraiment trait à l'infrastructure physique ou logique. Bon, par exemple, dans certaines régions, je pense que les coûts augmentent même par rapport à ces communications. Donc, comme les gens l'avaient tantôt dit, il est clair que le premier défi reste les infrastructures. Donc, le deuxième défi, c'est le financement. Et cet enjeu est rarement un problème pour le projet d'infrastructure. Excusez-moi, j'entends des échos, je ne sais pas si c'est à mon niveau, bien c'est... Allô? Je pense que c'est à ton niveau. Le son est vraiment un peu... Bon, je vais essayer de... Parce que j'ai plusieurs appareils connectés ici, c'est peut-être ça. D'accord. Voilà, maintenant c'est bon, je pense. Il suffit juste d'augmenter le volume. Ouais. Le volume, ok. Reçu. Il est à 100%, hein, je pense. Voilà, c'est bon. C'est bon. D'accord. Donc, je disais que le deuxième défi est le financement et que cet enjeu est rarement un problème pour les grands projets d'infrastructure TIC qui sont facilement soutenus par nos gouvernements. Donc, aussi les donateurs et certaines entreprises privées internationales. Et en fait, ce véritable défi vraiment au Niger, c'est vraiment un défi de soutien pour les jeunes entreprises technologiques. Quelqu'un a parlé tout à l'heure d'entrepreneuriat, mais aussi ces jeunes entreprises technologiques et les jeunes entrepreneurs. En général, ce n'est pas tout le monde qui a en fait l'argent à clé, à main, comme on dit, pour venir investir. Des fois, c'est des prêts qu'ils prennent au niveau des banques. Et il se trouve que parfois, nos procédures sont très lourdes. Et aussi, en général, les banques exigent un plan d'affaires, des fois irréprochable, parfois aussi des antécédents solides. Est-ce que vous avez réalisé tel? Bon, voilà. Et ne sont pas disposés aussi à accorder le plus souvent des prêts contre la propriété intellectuelle, qui est souvent la seule forme de garantie dont disposent ces jeunes entreprises. Donc, moi, j'aurais voulu vraiment, tout à l'heure, quelqu'un a expliqué
je suis tout à fait d'accord. Voilà pourquoi, avant la réunion, j'avais demandé à Annecy de confirmer sa participation. Parce qu'aujourd'hui, tous les projets qu'on voit, village intelligent, Itakara, Code de l'école, Pati Pata, tous ces projets sont gérés par Annecy, qui est une société étatique. Il faut que les gens se disent quelque chose. Aujourd'hui, si ces projets-là réussissent, c'est pour le bien de tout le monde. Parce que c'est notre argent qui est injecté là-bas. Bon, c'est vrai, des fois, c'est des financements, c'est toujours au nom du Niger, quand même, c'est toujours pour nous. Et si ces projets ne réussissent pas aussi, c'est pour le malheur de tous. Donc, il ne faut pas que les gens se disent que peut-être qu'un tel, non, il se focalise sur Annecy, peut-être qu'il a quelque chose contre Annecy. Non, je n'ai rien contre Annecy. Je n'ai rien contre Annecy. Moi, je veux juste être éclairé pour pouvoir apporter aussi ma part à l'édifice. Moi, je me rappelle le projet Niger 2.0. C'était en 2014-2015. J'avais proposé cette idée lors d'une réunion. Après, je l'ai même partagé des documents. Bon. Après ça, je n'ai rien entendu. Après, j'ai vu, je pense qu'en 2017, ils ont commencé le projet Niger 2.0 avec EGOV Niger. Et à ma grande surprise, voilà qui est sorti. Je dis, bon, oh, ça c'est bien. Mais pourquoi on n'a pas été associé? Parce que des fois aussi, c'est ça le problème. Il y a un projet, il y a des acteurs IT. Aujourd'hui, tout ce que nous sommes, IAI, les autres écoles, on est quand même tous intelligents. C'est pourquoi on est là. Donc, je pense qu'on peut être associé. Quelqu'un a parlé tout à l'heure des journées portes ouvertes. Ouais. Moi, j'ai assisté à 2 ou 3 journées portes ouvertes, mais au finish, je me dis que, bon, en réalité, ça n'a pas trop une valeur ajoutée. Je m'excuse. Parce que lors des journées portes ouvertes, en fait, c'est des présentations qu'on fait, mais il n'y a aucun suivi derrière. Quelqu'un vient, la dernière fois, quelqu'un a proposé, je pense, un truc de robot. C'était à l'université à Gouni. Quelqu'un a un truc de robot. Mais, OK, il a présenté. Mais après qu'est-ce qu'il y a? C'était pareil aussi comme le projet Itakra. Je pense qu'on en a discuté dans le groupe. Le projet, OK, il y a quelqu'un qui a gagné, bon, des millions, voilà, OK, c'est bon. Mais après, la solution, ça va servir à qui? Ça va être déployé où? Ça va, bon, voilà. Des tas de questions comme ça qui n'ont aucune réponse. Donc, bon, je pense que je ne vais pas trop monopoliser la parole, mais je pense que la prochaine fois qu'on aimerait faire une telle réunion, vraiment, il faut qu'on s'assure que tous les, bon, pas tous les, mais presque qu'on ait au moins les concernés directs. Parce que nous, aujourd'hui, moi, je me dis que moi, je suis un concerné indirect. En tout cas, tout ce qui s'agit de projets étatiques. Bon, je ne suis pas dans une institution, je ne suis pas dans une administration étatique. Bon, voilà. Si on doit organiser une telle réunion, il nous faut les concerner. Et je pense qu'à partir de là, on peut les écouter et puis apporter notre soutien. Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il ne faut pas qu'on se prenne comme des concurrents, je ne sais pas, comme des challengers, non. Aujourd'hui, tous les projets qui sont mis en place, quand ça réussit, c'est pour le bien de tous. On n'est pas des concurrents, on n'est pas des ennemis, on est tous Nigériens, on veut tous le bien, on veut tous le développement du Niger. Donc, je pense que Rona, je vais m'arrêter là et merci à tous ceux qui ont apporté leur contribution, qui ont pu quand même essayer de dégager certains points clés pour tout ce qui est défis, perspectives et puis aussi goulot, comme on avait défini dans le terme goulot d'étranglement. Je pense que cette réunion, comme on l'a dit, déjà c'est enregistré. Peut-être à la fin, c'est vraiment de faire sortir les grands points qu'on pourrait peut-être, lors de la prochaine réunion, qu'on pourrait peut-être essayer aussi d'impliquer ou bien de souligner ces points
pour qu'ils soient aussi des pistes de solutions. Bon, pas comme ce qu'on a l'habitude de faire, on fait les réunions et puis c'est fini. Non, non. Il faut vraiment qu'on étudie ces points, qu'on les propose et qu'on essaie d'inviter le plus maximum d'acteurs concernés lors des prochaines réunions. Je vous remercie. D'accord. OK, monsieur Mamansani. Bon, je comprends aussi votre peine, mais quand même, je vais un peu recadrer. Je pense qu'au début, certes, on avait parlé du projet PVI, mais vraiment, cette conférence ou bien cette réunion, c'est de parler de façon générale, en fait, de ces défis-là, pas seulement pour Annecy. Je comprends votre peine par rapport à Annecy. On voit beaucoup de choses, en fait, que fait Annecy. Tu as déjà brossé quelques projets. Donc, on a Itakra, on a PVI, on a Code Local, tout ça là, voilà. Donc, on ne sait pas, en tout cas, ça, je suis parfaitement d'accord, je partage votre avis. Il nous faut en tout cas être éclairés parce que ce sont des projets, comme tu l'as dit, étatiques. Donc, ce sont des projets publics, quoi. Et vraiment, la chose publique, ça appartient à tout le monde. Ce n'est pas une affaire d'Annecy, ce n'est pas une affaire de Mamansani, ce n'est pas une affaire de Rona. Donc, c'est une affaire de tous, quoi. Donc, et d'ailleurs, ils ont même, comme étant un projet public, ils ont obligation à répondre aux usagers parce que nous sommes en fait les bénéficiaires de ces projets-là. Donc, ça, je pense qu'on va faire. Moi, personnellement, je vais les inviter à organiser prochainement une conférence, en tout cas sur ce qu'ils sont en train de faire, voir maintenant leur réaction. Ça, je vais le faire personnellement, je vais les inviter. Ils vont venir nous expliquer ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Là, je vais m'arrêter, je vais donner la parole à M. Souleymane Daouda. Ceux qui ont pris la parole, est-ce que vous pouvez faire descendre vos mains, comme ça, pour que je puisse voir ceux qui n'ont pas intervenu? Allô? Oui, allez-y, M. Souleymane. Oui, bonjour. Donc, Bonjour. ouais, j'ai déjà eu à intervenir. Bon, merci d'abord de m'avoir encore donné la parole. Donc, en fait, j'ai un peu écouté les interventions des personnes qui ont eu déjà à intervenir et vous avez tous remarqué que le point commun ici, c'est au niveau politique. Maintenant, comment amener le politique à réagir? Parce que il s'agit d'une réaction, de la réaction. Il faut que ces gens-là, nos papas là qui sont au pouvoir et qui peuvent, ou bien les décideurs qui ont un certain pouvoir d'action, de réagir. Il faut être beaucoup plus pratique. Ici, nous, on est des informaticiens, on n'est pas dans une réunion de syndicat. C'est vrai, les idées, c'est bien de lancer des idées. J'ai vu déjà le Itakara, il y a beaucoup de projets qui sont vraiment très, très, très intéressants, mais jusque-là, on ne voit pas la valeur ajoutée. Vous voyez? Donc, il manque une touche, il manque quelque chose dans le processus. Tu vois, les idées sont là, les développeurs sont là, les informaticiens sont là, je vous dis, ça je sais, mais il manque quelque chose. L'étincelle qui va venir du pouvoir. Quand je dis le pouvoir, je ne parle pas des... C'est-à-dire qui ont un pouvoir d'action. C'est ces gens-là qu'on doit chercher. Ces gens-là, comment est-ce qu'on peut attendre? Je donne une solution pratique. Hein. Moi, quand je donne une idée, j'essaie de donner la solution en même temps, sur le champ. Une solution qui peut... j'ai deux solutions. Je vais d'abord tracer la première, c'est d'avoir de prendre audience et aller voir le boss, le président même, et lui proposer on va sauter les étapes. Parce que c'est toutes les... vous avez parlé d'ANSI, c'est vrai, c'est notre interface, c'est l'interface entre le gouvernement et les acteurs d'INTIC ANSI. Mais ces gens-là aussi, ils ont des objectifs à atteindre. Ils n'ont pas le temps d'écouter certaines choses qui viennent, qui ne sont pas très dans leurs objectifs. Ils n'ont pas le temps d'écouter ça. Non, non. Vous voyez maintenant, et moi, je suis sûr que les gens d'ANSI sont au courant de cette réunion-là. Au moins 2 ou 3. Donc, ça doit être vraiment une priorité pour eux de se connecter. Vous voyez, donc, c'est juste une petite parenthèse, je passe vite.
prendre une audience, aller voir, c'est-à-dire on va ficeler un projet, quelqu'un qui ficelle, par exemple, je donne un exemple concret comme ça, faire un projet test entre deux ministères. Vous voyez, vous avez remarqué, peut-être que mes connaissances ne sont pas à jour, mais j'ai eu à remarquer que dans beaucoup de ministères, ils n'utilisent pas les Outlook pour faire les emails. Vous savez les avantages qu'il y a dedans. Ça permet de retracer les activités de l'entreprise pendant des années quand on fait des emails. Il ne s'agit pas à chaque fois de donner des dossiers ou bien de vous donner des instructions par téléphone ou bien par WhatsApp. Non, non, non. Il faut qu'on arrive à... bon, je ne veux pas souligner l'importance d'Outlook, mais créer une base de données qui va relier deux ministères. Ça, c'est pilote. C'est un truc pilote qu'on va faire. Vous voyez? Maintenant, un projet qui va être... on va... le cahier de charge du projet, bien ficelé. Et puis la sécurité aussi, souligner aussi la sécurité. Maintenant, prendre ce projet-là et demander audience. Demander audience au président, à lui expliquer clairement l'impact du changement dans le comportement et dans les processus administratifs. Donc, s'il arrive à accepter, ou bien on arrive à avoir son point de vue, ça va nous éclairer dans beaucoup de domaines. Je parle en général, hein, je ne sais pas qui va le faire, mais c'est une idée que je lance comme ça dans la masse. Quelqu'un peut saisir ça maintenant pour développer. Et pourquoi pas moi-même, tu vois. Donc, c'est comme ça, moi, je vois les choses. C'est comme ça, moi, en fait, au lieu de suivre le long chemin des processus, il y a quelqu'un qui a déjà souligné le problème du casier judiciaire, là, qu'on doit faire une première étape ou développer quelque chose où la personne peut faire juste une réclamation et puis ça sera fait là-bas. D'accord, c'est une bonne chose, mais l'essentiel, c'est de commencer. L'essentiel, c'est de commencer. Comment est-ce qu'on peut lancer le processus? Il ne s'agit pas de finir un projet informatique. Le cycle de vie ne finit pas. C'est un cycle de vie, en fait. Ça ne finit pas. Il n'y a pas de fin. À chaque fois, on fait des changements. Monsieur Suleiman, je pense que je veux donner la parole à un autre intervenant parce qu'il nous reste juste 30 minutes. On va arrêter à 13h. Oui, oui. Merci beaucoup pour votre intervention. J'ai bien noté. Voilà, d'accord, merci beaucoup. Donc, c'est déjà j'ai bien noté. Pratique. Merci. Merci beaucoup, M. Suleiman. Monsieur Salif Ousmane, vous avez la parole. Bonjour, vous m'entendez? Oui, allez-y. Oui, oui. Donc, c'est Salif Mohamed, je n'ai pas autant d'années d'expérience que vous, je suis un jeune développeur et j'aimerais donner mon humble avis sur ça, en fait. Par rapport au problème de compétences que plusieurs ont soulevé, moi, je pense qu'au Niger, on a assez de compétences, on a assez de bonnes têtes, mais le problème, c'est que, par exemple, très souvent, lors des appels d'offres et autres, les extérieurs sont priorisés par rapport à nous. Et ça, c'est ce qui maintient cette manque de compétences, parce que si on n'a pas l'occasion de montrer ce qu'on faut, on ne peut pas être compétent dans un domaine. C'est vrai que c'est bien de se former, mais il y a des choses que la formation ne peut pas nous apporter. Et concernant la volonté politique, je pense qu'il faut créer le besoin. Je veux dire dans ce sens que pendant nos formations, pendant notre cursus scolaire, on fait des stages dans des ministères et autres, mais après, tout ce qu'on fait pendant ces stages, ça reste sur nos machines, c'est jamais appliqué. Je me dis que si nos anciens qui nous encadrent pendant ces stages essayent de maintenir ces petits projets qu'on fait, on peut mettre ces petits projets de bout en bout pour avoir quelque chose de vraiment conséquent. Parce que très souvent dans les stages, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des solutions pour informatiser les systèmes qui sont déjà en place, qui sont, comment dire, un peu archaïques. Mais après le stage, il n'y a plus rien, il n'y a pas de continuité. Donc moi, je me dis qu'il faut créer le besoin en partant d'une direction, deux directions, un ministère, ainsi de suite. Et après, quand, par exemple, 3-4 ministères ont des solutions, ont informatisé tout leur fonctionnement, forcément, les autres vont suivre. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Voilà.
Merci, merci, M. Salifou. En tout cas, bon, les compétences, comme on l'a dit, hein, donc pratiquement, on a les compétences, mais parfois, il manque juste, je ne sais pas ce que je veux dire, peut-être l'expérience, voilà, parce que ça compte aussi. Voilà, l'expérience de la chose. Bon, par rapport à ce que vous venez de dire aussi, ça je suis parfaitement d'accord. Mais vous, à votre niveau, en tant que aussi entrepreneur ou bien jeune start-up, c'est d'avoir en tout cas aussi des idées qui vont pousser ces gens-là à utiliser. Parce que je vais prendre un exemple. Tout récemment, dans un ministère, j'ai constaté qu'il y a une petite entreprise qui a proposé une solution de gestion des rendez-vous, en fait, pour le ministre. Donc là, il a développé une plateforme mobile. Donc, on dépose au niveau de la guérite. OK? Donc, les gardes, là, ils ont l'application mobile. Donc, il suffit que vous donnez les informations qu'il faut et lui, il va vérifier la véracité des informations. Est-ce que réellement vous avez rendez-vous avec le ministre ou bien autre collaborateur du ministre? Donc, ça, il a installé ça gratuitement et il est en train de le faire pratiquement pour tous les ministères. Il dit que, en tout cas, son objectif, c'est de l'installer gratuitement pour tous les ministères. Donc, peut-être que ça, c'est une idée, peut-être, voilà, qui peut pousser en tout cas à aller vers maintenant une vulgarisation de sa solution au niveau même des autres entités étatiques, quoi. Voilà, ça c'est juste un exemple que j'ai donné. Donc, je vais donner la parole à M. Bouka. Bouka, si vous m'entendez. Oui, oui, assalamu alaikum. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, Bouka, allez-y. D'accord, donc bonjour, M. Roda. Comment on appelle ça, anecdotique. On s'est connus il y a presque 10 ans de cela sur Internet Niger. Je ne sais pas si vous vous rappelez. À ce temps-là, il n'y avait pas encore c'était les petits groupes sur Yahoo. Exactement, allez-y. Tout à fait. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais moi, je vais peut-être juste rebondir par rapport aux deux derniers intervenants. Vraiment pour mettre en compte, parce que j'ai eu à suivre depuis le début. Hein. Mais bon, je suis franchement pas trop, comment on appelle ça, je suis franchement pas trop convaincu parce que la plupart de ceux qui ont intervenu en amont, ils n'ont fait que relater, brosser, parler de ce qu'on sait déjà. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a vraiment parlé comment on appelle ça, le vrai problème, ce qui se passe et comment le régler. Les gens ont fait des tentatives à travers mais surtout l'intervention de M. Suleiman, celui qui avait parlé de côté des étapes et tout ça, parce que en tous les cas, on sait comment ça se passe dans ce pays. Les histoires de procédures, passer par cela, ça ne marche pas. On est obligé de prendre le raccourci et d'aller directement à la source pour trouver la solution au problème. Donc, je ne dirais pas que aller voir le président directement, c'est taper fort, mais si ça nécessite cela, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Parce qu'on a Bouka, vous avez un problème de son. Hein. Le micro est coupé. Je ne sais pas si vous m'entendez. Monsieur Bouka. Allô? Allô? Oui, vous avez un problème de micro. Oui, allô, je ne sais pas si vous m'entendez maintenant. On vous entend très faiblement. Attendez, ça doit être un problème à... Allez, et maintenant? Oui, voilà, ça se coupe, ça revient. Peut-être vérifier, je ne sais pas, si c'est sur un téléphone. Vous m'entendez? Bon, je vais donner la parole au suivant le temps que vous... Oui, allô? Oui, maintenant je vous entends. Oui, je disais, c'est un des problèmes que vous avez soulevé dans vos interventions. En fait, je suis à Maradi, donc vous voyez, on a un autre exemple palpable de la situation. Allez-y. Oui. donc, je disais, c'est vraiment de trouver un raccourci et puis de taper directement fort.
pour que les choses bougent. Parce qu'on a, en fait, c'est même pas sur les NTIC, mais de façon globale, dans ce pays-là, au Niger, là, les gens ont tout, toutes les études ont été faites, tout ce qui doit être fait a été fait. Mais il n'y a rien qui est en train de se passer. Donc, vraiment, c'est d'arrêter ces histoires de discours, c'est d'arrêter les discours et de passer aux actions. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a aussi intervenu, il dit que bon, actuellement, la plupart des gens qui sont sur ce forum, ceux qui sont en train d'intervenir actuellement, il n'y a pratiquement aucun décideur. On n'est que des parleurs. Excusez-moi du terme, peut-être le terme que je vais utiliser va agresser certains. Mais la plupart de ceux qui sont là, on n'est que là pour dire et constater ce que nous-mêmes nous savons entre nous. Alors que parmi nous, il n'y a pas de gens qui seront au courant de ce qui se passe et qui vont intervenir pour que les choses se passent. Et l'ANSSI, je ne crois pas trop. Parce que l'ANSSI, c'est plus, vraiment, encore excusez-moi du terme, c'est plus un instrument politique qu'un instrument pour vraiment faire le développement des psychologies. Donc vraiment, la solution de ce que vous avez, c'est vraiment les petites interventions individuelles qui pourront faire parler les choses, qui pourront faire bouger les choses, parler les choses jusqu'à ce qu'on s'intéresse. Parce que le problème qui se pose réellement dans ce pays, c'est qu'il faut qu'on fasse pour que les gens se voient, pour qu'ils croient et qu'ils veulent faire. Si c'est dans le beau discours là, depuis 1960, on est dans les discours. C'est toujours les discours, on fait les discours, on fait les discours. Après, tout le monde applaudit, on met sur le papier, on met ça dans un petit bureau ou dans un placard, on laisse tomber. 5-10 ans, quelqu'un revient, il prend le même discours, il change quelques mots, et les gens se réapplaudissent encore. Et c'est l'éternel recommencement. Donc, c'est vraiment pour dire que c'est arrêtons le discours et passez aux actions. Comme vous avez dit, le changement peut s'influencer par chacun d'entre nous individuellement. À l'image de ce que vous avez donné, celui qui a développé le petit programme et qui l'a laissé. Ça peut intéresser quelqu'un. Et de fil en aiguille, les gens vont vouloir maintenant savoir jusqu'à connaître d'autres trucs et puis maintenant essayer d'appliquer ça à d'autres. Vraiment, arrêtons les discours et passons aux actes. Merci beaucoup. Ok, merci, M. Boucar, je comprends. Hein. Voilà, c'est pas du tout facile. En tout cas, que politique, ça, c'est depuis 2010-2011, je pense, hein, quand le groupe Internet Niger était actif, on a parlé pas mal de solutions. Et dans le groupe, vous avez en tout cas tout à l'heure dit que, bon, ici, on n'a pas de décideurs. Mais moi, je pense que même s'ils sont là, c'est pratiquement la même chose. Parce que sur le groupe Internet Niger, avant même le développement des kits, tous ceux qui sont pratiquement ministres aujourd'hui, là, je les connais, hein, on était dans ce groupe-là, on a parlé du tout et de rien dans le groupe. Voilà, plusieurs propositions, pensant que ces gens-là, y compris le DG de l'ANSSI, c'est pourquoi il m'étonne d'ailleurs, parce qu'on en a parlé avec lui dans le groupe Internet Niger de beaucoup de défis. Voilà, aujourd'hui, voilà, c'est lui qui est devant les choses et nous, on ne comprend plus rien, quoi. Voilà, donc ça, c'est vraiment des choses un peu qui découragent. Donc, c'est comme on le dit à chaque fois, c'est quand on n'est pas aux affaires qu'on parle. Mais aujourd'hui, on est aux affaires. Tous les ministres, je les connais, on intervenait sur pratiquement beaucoup hein, que je vois qui ont des postes de responsabilité aujourd'hui. Donc, avec lesquels on a débattu des années, des mois, des années sur des problèmes et que maintenant, ils sont là, ils n'arrivent pas à faire grand-chose, malheureusement. D'accord. Donc, je vais donner la parole à M. Amin. Allô? Assalamu alaikum. Oui, M. Amin. Voilà, bonjour à tous. Merci, M. Rona. Et merci à tous. C'est une initiative très salutaire. Je vais parler beaucoup plus de perspectives parce que je n'ai pas écouté tout le monde. Et quand même, les gens ont beaucoup parlé des défis, des boulots d'étranglement et ainsi de suite. Moi, j'aimerais aborder beaucoup plus sur la matérialisation. Nous sommes un groupe ici, il y a toutes les compétences, il y a tout ce qu'il faut. Nous avons des responsables d'entreprise, il y a beaucoup de technocrates. Essayons de formaliser ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas interpeller que ce soit l'ANSSI ou une institution étatique. Qu'est-ce que nous représentons pour les interpeller? Or, si nous essayons de formaliser, de créer ne serait-ce un club ou quelque chose qui peut aller dans le sens du numérique,
avec des objectifs précis, les compétences que nous avons. Nous pouvons demander à parler même au président, à demander beaucoup de choses, parce que là, nous sommes une instance qu'on peut essayer d'interagir. Mais là, individuellement pris, ça ne va pas être simple. Je salue quand même la réaction et les interventions de beaucoup, parce que nous avons beaucoup appris, c'est un cadre d'échange. Ce que j'aurais beaucoup souhaité quand même, que vraiment que ça soit formalisé. Je pense que M. Rona, on en a assez parlé, ça fait des années certes, mais il faut qu'il y ait un cadre juridique. Là, nous nous sommes organisés, parce qu'il y a beaucoup de responsables d'entreprises parmi nous ici. Si nous avons un cadre formel, tous les responsables sont là, on voit les problèmes, les différents problèmes, excusez-moi, et là, on dit bien la conscience en un problème, c'est un début de solution. Si, ici, tout le monde a compris les problèmes, pratiquement, nous devons commencer à agir. On va beaucoup plus penser à qu'est-ce qu'il faut faire que de théorie. Beaucoup en ont parlé aussi. Vraiment, c'est ce que j'aimerais dire. Je salue quand même beaucoup cette initiative et je pense que beaucoup ont parlé de l'entrepreneuriat. C'est vraiment très bien de faire des conférences comme ça, mais nous devons formaliser ce cadre qui va nous permettre de discuter et d'être pris en compte dans la gestion du pays dans le cadre du numérique. Parce que là, beaucoup, vous avez dit que vous avez été ignoré, or vous avez donné les grandes idées. Pourquoi? Parce que selon eux, vous représentez des individus. Vous voyez-vous? Si c'est un cadre formel, en ce moment-là, ils auront affaire au cadre, pas à l'individu. Vraiment, c'est sur ça que j'aimerais parler et je remercie beaucoup aussi tout le monde. Et parlant du point politique aussi, c'est le même cadre-là qui va nous permettre de résoudre, parce que dans ce groupe aussi, il y a plusieurs acteurs politiques. Mais maintenant, ce cadre permettrait de faire beaucoup de choses, de mon point de vue. Merci, M. Rona, merci à tous. C'est tout ce que j'aimerais dire par rapport à ce projet de discussion. Merci beaucoup. Merci aussi, M. Aminou. Donc, je comprends aussi le cadre juridique et réglementaire. Je pense qu'il y a la création d'un syndicat des informaticiens qui est en gestation. Voilà, là, il y a un groupe, je pense, des DSI, des directeurs des systèmes d'information du Niger, donc dans lequel on a un peu parlé de la création de ce syndicat. Je pense que de ce côté-là, ça avance, hein. Mais je veux quand même poser la question juste au sortir de cette conférence. Je veux poser la question. Oui, oui. C'est vrai, il y a 2 ou 3 groupes qui sont créés, n'est-ce pas? Moi, je pense que les groupes ne sont pas de trop. Les groupes ne sont pas de trop. Parce que les autres groupes, moi, j'ai déjà vu, il y en a qui sont créés, il y en a qui se sont convertis en ONG ou associations qui font des prestations de services par-ci, par-là. Et je pense que se joindre à eux, c'est peut-être on va se retrouver à faire la même chose qu'eux, ils sont déjà en train de faire. Et ce cadre-là, je pense qu'il serait bien d'avoir un nouveau cadre, ou bien des nouveaux cadres même, qui viendront avec des philosophies nouvelles et des apports nouveaux qui vont permettre à ce que l'écosystème local même soit un peu plus dynamique, quoi. Donc, créer un nouveau cadre, moi, je pense que ce serait l'idéal si c'est un cadre qui va servir, ne serait-ce qu'à faire des webinaires régulièrement, comme on le fait ici, mais en étant des acteurs qui peuvent pousser à faire des décisions, ou encore, on a évoqué des problèmes aujourd'hui au niveau de la formation. Moi, quand je parlais tout à l'heure, je parlais de ma propre expérience en tant que jeune. Et pour faire simple, un des documents par défaut qu'un développeur va connaître, par exemple, le cahier de recettes, moi, je l'ai découvert il y a moins d'1 an dans un projet où on m'a demandé cahier de recettes. Avant, quand on fait les choses, on déploie, on fait la personne, on fait des montres, des contents, tout ce qu'on peut faire, c'est un cahier de un guide. Mais ce cadre-ci peut créer un nouveau cadre où on va vraiment identifier des vrais problèmes où, entre nous, on se retrouve pour partager l'expérience et permettre à ce que vraiment on ait quelque chose de nouveau qui soit un peu différent de ce qui se faisait avant, que nous tous nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, il y a eu Internet Society, et vous étiez dedans, ça a fait donc un moment, mais après, ça n'a plus continué.
l'association des informaticiens du Niger, oui, on a vu. Mais il y a aussi une nouvelle association qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Moi, je n'ai pas bien retenu le nom. Mais moi, je me disais que c'est une association qui va faire changer les choses, qui va créer des cadres de réflexion pour les technologues. Mais 2 ou 3 jours plus tard, je vois une publication. Ils ont pris un contrat pour aller faire formation, renforcement des capacités des femmes dans certains villages ou autres. Et bon, ça, il y a des cabinets qui font déjà formation par-ci par-là, qui sont en train de gérer des choses comme ça. Moi, j'ai vu ça comme des gens qui ont créé un cadre juste pour avoir des opportunités, peut-être pour se faire un peu d'argent, on va dire, est-ce que vous voyez. Mais un nouveau cadre, 2 nouveaux cadres, 3, 4, 5, avec des idées différentes. Vraiment, c'est bien. Et ici, je pense que nous pouvons ensemble faire déjà une première réflexion du type de cadre que nous allons mettre en place, un nouveau qui ne va pas aller contre ce qui existe, mais qui va apporter quelque chose que les autres ne sont pas en train d'apporter déjà. Voilà, monsieur Abdou Salam, voilà, c'est ce que je l'ai dit aussi, monsieur Ronan. Voilà. C'est pour ça que je parlais de club. Donc, c'est pour dire que tout ce qui est fait, on a déjà, en faisant le retour d'expérience, on a déjà vu les limites. Et exactement, comme je l'ai dit au début, la conscience en un problème, c'est un début de solution. Donc, c'est un recul qu'il va falloir faire et réfléchir pour essayer d'aller loin. C'est pour ça que j'ai parlé de club. Si vous vous souvenez, ça fait longtemps qu'on parle un peu d'essayer de créer un cadre de réflexion pour être utile au pays. Vous comprenez? C'est vraiment dans ce sens-là, peut-être un club, quelque chose comme ça qu'il faut essayer de donner un bon nom où il y aura vraiment une équipe forte. S'il y a des choses importantes, quand c'est formel là, on peut maintenant essayer de faire demander des audiences, faire plein de choses. Là, ils seront obligés maintenant de travailler avec ce club-là. Voilà. Mais si on fait syndicat, c'est un peu compliqué parce que le syndicat, là, c'est revendications, et ainsi de suite. Et si on veut faire quelque chose technocrate, d'intellectuel. J'ai bien compris, merci bien. Donc, pour ça, on va... merci, monsieur Ronan. Il nous faut des volontaires parce qu'on avait déjà eu l'idée il y a à peu près 3 ou 4 ans. Donc, moi, j'étais allé jusqu'à la rédaction des statuts et autres. Et après, quand il fallait juste faire une petite cotisation, parce qu'il y a des frais de dossier qu'il faut déposer au ministère de l'Intérieur, et aussi pour la création des statuts, il nous faut utiliser les services d'un notaire ou d'un huissier. Donc, pratiquement, on n'a pas eu des volontaires, donc chacun s'est retiré et on m'a laissé seul pour continuer. Et moi seul, je ne peux pas, ce n'est pas du tout facile. Donc, je pense que si la volonté y est, et qu'on a des volontaires, 2 ou 3 personnes, hein, ça peut aller. Hein. Voilà. Et je pense que, bon, ça, pour ça, je pense qu'on va, ce n'est pas l'ordre du jour de la réunion. On va essayer d'en parler peut-être entre nous et après essayer de développer ça. Je ne sais pas, lors d'un divers, quoi, d'une réunion, quoi, Inch'Allah. Exact. Il serait aussi bien de passer au prochain webinaire, parce que là, on a fait une première fois, on a eu des idées qui sont très bien. Exactement. D'autres séances qui vont venir. Ne vous en faites pas, ça sera continuel, Inch'Allah. Ça, c'est mon engagement. Ouais. Donc, je vais donner la parole à M. Bilo Ibrahim. Le dernier intervenant, s'il vous plaît, parce qu'on va arrêter à 13h. Donc, c'est l'heure de la prière. Voilà. Monsieur Bilo, vous avez la parole. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Oui, Bilo, allez-y. Voilà. OK. Donc, désolé, je n'ai pas pris le début de la séance. En fait, j'ai trouvé ça sur les statuts d'un de mes jeunes frères. Donc, j'ai dit que bon, ça m'intéresse, il faut que je me connecte pour voir qu'est-ce qui se passe réellement. Je me présente un peu, je suis Bilo Ibrahim, comme vous l'avez dit. Je suis dans les télécommunications, je travaille à Nokia pendant plus de 10 ans. Et je suis actuellement à Lagos, au Nigeria, sur un projet de Nokia. Donc, effectivement, j'ai écouté les uns et les autres. J'aimerais quand même apporter ma petite contribution par rapport au problème réel du numérique au Niger. Donc, en commençant par les infrastructures. Donc, je pense qu'au Niger, déjà, on a un sérieux problème d'infrastructure et de la gestion de ces infrastructures. Donc, moi, je suis dans les télécoms. Comme je l'ai dit, j'ai suivi un peu plus de 5 ou 6 réseaux à travers l'Afrique.
dans des pays différents. Donc, je comprends que chez nous, on a réellement un sérieux problème. Et ce problème, c'est les infrastructures principales même qui ramènent, notamment sur la fibre optique qui vient au Niger. Et sa gestion qui est chez Niger Telecom. Donc, je ne sais pas, dans ces forums, comment on va apporter notre contribution pour pouvoir pousser. Je ne sais pas, parce que ça, c'est plutôt côté gouvernement, pour vraiment mettre en place les équipements nécessaires pour avoir de la bonne fibre au Niger, et effectivement aussi les réseaux qui suivent avec, parce que jusqu'à présent, c'est quand même inadmissible qu'on se dise qu'au Niger, parmi les 4 opérateurs, il y a toujours 2 opérateurs qui n'ont pas encore la 4G et qui font que la 3G, pendant que le déploiement de la 5G est en cours un peu partout en Afrique et dans les pays voisins. Donc, on a déjà ce sérieux problème qu'il faudra résoudre. Le deuxième point dont je voudrais parler, c'est peut-être un point individuel en nous-mêmes. Donc, je pense qu'il ne faut pas tout prendre côté gouvernement. Et Dieu merci, dans le domaine numérique, on a 2 parties. On a les parties hardware et puis la partie software. Donc, je pense que sur la partie software, on n'a pas vraiment besoin des équipements nécessaires. Donc là, c'est plutôt le cerveau humain qui intervient. Donc, je pense que c'est à nous de pousser peut-être la génération qui va venir, je ne sais pas, à travers certains ateliers, à travers certaines séances de sensibilisation, pour que ces personnes puissent aimer vraiment ce côté software. Donc, il y a des pays qui ont immergé dans ce sens. Je prends l'exemple de l'Inde. Il y a tellement d'informaticiens Inde qui travaillent un peu partout dans le monde, et c'est du software. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut apporter et qui va faire peut-être connaître notre pays si on prend les choses en main. Parce qu'il faut le dire que le Niger, il est très mal connu. C'est vraiment dans divers domaines. C'est quand tu travailles même à l'international que tu vas savoir que le Niger est très mal connu. Tu te présentes parfois en Nigérien, les gens se demandent c'est où le Niger? Je ne sais pas. En fait, il est très mal connu et tous ces paramètres font en sorte que, bon, cette situation qui est là. Donc, il faut peut-être qu'on ait plus de cadres et qu'on crée plus des experts qui vont travailler, y compris au Niger et à l'extérieur du Niger, pour que vraiment notre pays puisse être bien connu. Et je pense que notre rôle, c'est de pouvoir créer ces cadres. Ce n'est pas forcément le gouvernement qui va le faire, c'est peut-être entre nous. On va essayer de pousser nos jeunes frères effectivement à aimer ces domaines du numérique et qui ne nécessitent pas forcément beaucoup de moyens physiques pour mettre en place les choses. Voilà, donc les 2 derniers points, je pense que déjà on en a discuté, donc c'est par rapport à pousser le gouvernement à adopter certaines solutions. Donc, quelqu'un a parlé effectivement des applications, quelqu'un qui a installé des applications au ministère. Je pense que c'est des actions vraiment à féliciter et qui vont permettre vraiment pousser le gouvernement, les ministères à ces changements, parce que je suis sûr qu'ils ne sont pas encore prêts à l'accepter, ces changements vers le numérique. Et aujourd'hui, il faut le dire que on peut pas aller en avant sans ces changements côté numérique. Le dernier point, c'est effectivement les cadres. Je suis bien d'accord avec M. Aminou et Issoufou qui ont parlé effectivement de trouver un cadre. Donc, ça peut être une association, ça peut être un club, mais trouver un cadre formel dans lequel effectivement on va peut-être faire des propositions. Pourquoi pas faire des documents bien clairs sur nos propositions et peut-être voir les institutions gouvernementales comme l'INSI. Et voilà, c'est des propositions vraiment claires sur lesquelles on va amener notre contribution pour pouvoir changer quelque chose. Je pense que les pays appartiennent à nous tous et c'est la responsabilité de tout un chacun ici de faire en sorte que le pays puisse aller de l'avant. Ce n'est pas une histoire de politique, c'est une histoire du Niger en question. Donc, je vais m'arrêter là et merci beaucoup. Monsieur Bilo, donc je pense que c'est le dernier intervenant. Et je veux faire juste un petit résumé avant de clôturer. Donc, il l'a dit, hein,
Ce n'est pas une histoire politique. Tout ce que nous sommes en train de faire, vraiment, c'est pour le bien de tout le monde. Donc, en résumé, je peux dire que, en tout cas, comme défi, le gros défi qui est sorti, en tout cas, dans toutes les interventions, reste toujours les infrastructures. Voilà, donc ça, c'est à noter. Vraiment, ça, il nous faut un développement des infrastructures. Le deuxième défi, on a parlé des compétences. Voilà, peut-être que ça a été un peu mitigé. Bon, certains qui pensent qu'on a les compétences. Voilà. Et maintenant, en termes de perspective, on a tous parlé de créer vraiment ce cadre-là, réglementaire, rapidement. Donc, pour ça, donc moi, je vais m'en charger. Donc, je vais chercher en tout cas quelques-uns qui vont m'accompagner pour qu'on puisse aller vers ce cadre. Et aussi, il y a le souhait de continuer en fait cette initiative. Donc, je veux voir parce que aussi il y a la disponibilité, un engagement, il faut respecter. On verra si on peut faire ça bimensuel ou bien mensuel. Voilà. Et autre chose encore, qu'est-ce que je peux noter rapidement? Voilà, en termes de goulot d'étranglement, il y a la volonté politique. Tout le monde aussi en a parlé de cette volonté politique. Et aussi en termes de toujours de perspective. Donc, je pense que la majorité des intervenants a souhaité qu'il y ait d'autres initiatives, mais sur des thématiques, en tout cas, plus spéciales. Donc, entre autres, faire inviter certaines institutions ou bien les décideurs. Donc, ça aussi, c'est bien noté. On va s'en occuper. Donc, je pense que si il n'y a pas de questions ou bien un dernier intervenant, il est 13 heures, on va arrêter. Oui, oui. S'il vous plaît, c'est juste par rapport à Oui, la oui. prochaine. Rapidement, s'il vous plaît. Oui, en fait, je voulais rapidement. C'est juste par rapport à la prochaine réunion. Je pense que, tu vois, moi, c'est par hasard, j'ai reçu la fiche dans mon statut. Est-ce que vous pouvez laisser un cadre où on peut envoyer les participants, en tout cas ceux qui ont participé aujourd'hui, d'envoyer leur numéro, comme ça, la prochaine réunion, ils seront bien informés. Parce que c'est par hasard, j'ai reçu la fiche. Hein. Merci. Exactement, c'est bien noté. En tout cas, ceux qui ont leur numéro peuvent... Oui, M. Tadiba, oui. Merci beaucoup. En fait, c'est pour vous dire que j'ai envoyé un message de regarder. Merci beaucoup. OK, ça marche. Ça marche. Donc, je pense que je vais regarder les messages plus tard pour ne pas rater la prière. Il est 13 heures. Donc, je vous remercie tous pour votre participation à la réunion. Donc, tous les intervenants, vraiment, je vous dis merci beaucoup. Donc, grâce à vous, vraiment, on a pu tenir cette conférence. En tout cas, au début, je ne m'attendais pas à avoir autant d'audience. Voilà. Vraiment, je vous remercie à tous et passez vraiment une excellente fin de semaine. Merci à tous, vraiment. Merci. Qu'Allah vous bénisse. Amen. Assalamu alaikum. Oui, juste, celui qui a enregistré le lien là, la réunion, s'il vous plaît, n'oubliez pas de partager dans le groupe le lien pour qu'on puisse... ça marche. Donc, les autres aussi, vous pouvez laisser vos numéros, comme ça, on peut vous envoyer le lien par WhatsApp. Oui, voilà. D'accord, oui, d'accord. Donc, je vous mets mon numéro WhatsApp aussi. D'accord, ça marche. Merci, ça bonne marche. Prière et bonne prière allez. à tous. Bonne Merci. Allez, merci à tous.